Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons vu la dernière fois la Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humanisme. La Renaissance et l'humanisme font partie de la modernité. Deux petites définitions pour ne pas nous perdre. Qu'est-ce que l'humanisme et qu'est-ce que la modernité? Commençons d'abord par la modernité. C'est un nouveau type de penser l'action et la place de l'homme dans la société et dans le monde. Quelque chose qui se développe à partir du XIVe siècle en Italie, en même temps que la Renaissance. C'est donc l'homme qui devient l'élément central de la pensée. L'humanisme est dans cette continuité-là. C'est un nouveau mouvement intellectuel qui se base sur le savoir, la culture et l'esprit critique. Tout ceci n'est possible que grâce à la diffusion de la connaissance et de l'étendue des sources à disposition. Dans tous les cas, comme pour la Renaissance, il s'agit de la rediffusion des sources originales de l'Antiquité. Pour vous expliquer un peu les choses au sujet de l'humanisme, il faut comprendre en quoi tout cela accélère la connaissance et dans quelle mesure et avec quels moyens. D'abord, nous allons revoir le contexte dans lequel l'humanisme se développe, puis comment ça se diffuse et en quelle mesure l'homme se retrouve au milieu de la pensée grâce à l'humanisme. Alors, pour commencer, on va parler du contexte et le marquage d'une rupture profonde avec un temps considéré comme révolu et qui incarne aux yeux des humanistes l'obscurantisme, le Moyen-Âge. Nous avons déjà parlé rapidement de la chute de Constantinople dans l'une des vidéos sur la découverte et la conquête du Nouveau Monde, souvenez-vous. Alors justement avec la perte de Constantinople aux mains des Ottomans, une grande partie des savants byzantins ont été obligés de se réfugier en Italie, emportant avec eux de nombreux manuscrits provenant des bibliothèques de l'Empire d'Orient. Ce qui fait que les chrétiens latins redécouvrent les sources grecques. Ces redécouvertes permettent une réorganisation, une modification et un enrichissement de la connaissance des sciences et de la philosophie. Parmi les philosophes, on a bien sûr Platon, Aristote et d'autres. Et on a aussi d'autres écrits, notamment d'historiens, Hérodote et Thucydide. Pour ne citer que, ce sont tous des auteurs de la Grèce antique classique, dont nous avons parlé en toute première vidéo pour parler d'Athènes. Enfin, on n'a pas parlé directement de ces auteurs, mais c'est dans cette période-là que ces auteurs ont vécu. Cette redécouverte des écrits antiques, des écrits grecs antiques, encourage non seulement la traduction, mais aussi l'apprentissage. Bien sûr, avec la découverte de ces sources originales, avec la redécouverte de ces sources originales, les traductions deviennent de plus en plus précises, mais en plus de ça, les savants ont envie d'apprendre les langues originales pour mieux comprendre les sources directement. D'où la nécessité d'apprendre davantage le grec
et le latin. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en 1530, François Ier a ordonné la fondation du fameux Collège des lecteurs royaux. On connaît ce collège sous le nom de Collège de France. Mais pour que les lecteurs puissent s'intéresser à ces textes, il faut que ça puisse se diffuser. Pour cela, plusieurs éléments entrent en compte. Pour que ces idées, les textes, puissent se diffuser, une invention, une création arrive en Europe, l'imprimerie. En 1453-54, le Germain Johannes Gutenberg invente le système d'impression à caractère mobile. L'imprimerie a été créée en Chine plusieurs siècles avant, 1000 ans avant. Vous imaginez 50 générations entre la Chine et l'Europe. La création de Johannes Gutenberg, combinée à l'usage du papier, favorise une plus grande diffusion des ouvrages parce que on produit davantage d'ouvrages que si on se contentait uniquement de recopier les œuvres à la main. Donc, plus grande diffusion et plus grande publication. Donc, l'accélération des connaissances s'effectue. Les premiers livres imprimés sont appelés les incunables, en distinction avec les manuscrits. Le premier thème qui apparaît, c'est la Bible, normal avec l'influence de l'Église. Mais en plus de la Bible, d'autres écrits en latin ou en langue vernaculaire, en langue populaire, pour faire simple, se diffusent de plus en plus. En plus de cette impression, on a les voyages et les correspondances entre les savants et les érudits. Apparaît alors dans cet esprit un idéal de société chrétienne basé sur les réseaux et la connaissance. Cet idéal est appelé la République des lettres. Avec cette idée, on a une grande diffusion du savoir et des sciences, avec notamment les correspondances entre les universités de Padoue, de la Sorbonne, de Paris, de Louvain et de Bologne, pour ne citer que quelques-unes de ces universités. Mais il y a aussi des réseaux d'influence et de liaison entre les imprimeries, ce qui encourage la concurrence et donc une plus grande diffusion. En conséquence, du fait de ces réseaux, s'organise et se développe un nouveau modèle d'éducation, une éducation humanisme. Dans un nouveau type de traité d'éducation, un des plus grands humanistes de l'époque, un certain Erasme, a écrit cette phrase devenue célèbre: « On ne naît pas homme, on le devient. » C'est par l'éducation donc que l'homme se constitue intellectuellement. C'est pourquoi les imprimeries publient les premiers manuels d'éducation de latin, avec des mots reliés à des images. On trouve ce genre de réaction et de publication un petit peu partout aujourd'hui, surtout dans les manuels d'éducation pour les primaires et encore un peu pour les collégiens. Ça prend d'autres formes par la suite. Vous en trouverez
quoi qu'il arrive parmi les manuels que vous achetez. Et c'est justement du nom de Erasme que vient le nom Erasmus pour le système d'éducation et les échanges internationaux d'étudiants. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas? Et c'est justement avec cette logique-là que le système Erasmus a été créé dans l'Union européenne. Juste une petite parenthèse pour vous expliquer. Donc, les voyages, la diffusion avec l'imprimerie et les liaisons, ça permet à l'homme de s'ouvrir au monde et d'avoir une toute nouvelle perception. En conséquence, les humanistes reconnaissent, ou en tout cas affirment que l'homme doit admettre qu'il est capable de se développer et de progresser dans la connaissance. Dans la connaissance tout aussi bien du monde et de Dieu que de lui-même. Cela aboutit alors au développement d'une nouvelle réflexion sur la nature humaine. Bien sûr, il est nécessaire pour les hommes de continuer à prier Dieu, puisque on est chrétien, on a la foi, et avec le milieu, avec la peur de la mort, on a l'espoir d'une vie après la mort. Tout ce que vous entendrez dans toutes les religions, l'espoir dans une vie éternelle. Mais maintenant, l'homme doit aussi chercher à s'épanouir dans le savoir et le savoir-faire et être capable d'imposer son identité. Tout ceci permet le développement de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est remettre en cause ce qui semble être acquis, ce qui semble être de rigueur et qui serait la vérité. En conséquence, certains humanistes deviennent des scientifiques, dans le sens où ils vont mener des expériences pour essayer d'affirmer ou d'infirmer ce qu'ils affirment ou leurs hypothèses. Nous avons à peu près ce genre de logique chez Léonard avec ses croquis anatomiques. On dit souvent que Léonard aurait profané des cadavres pour les disséquer, ce qui, aux yeux de l'Église, est une aberration. Deuxième exemple, Galileo Galilei, dit Galilée, a mené des études dans les années 1610-1620 pour vérifier si le système planétaire défendu par Nicolas Copernic au XVe siècle était viable ou pas. Une remise en cause du système de Ptolémée qui voudrait que la Terre soit au centre de l'univers. Donc, il s'agit de faire des expériences un petit peu partout et essayer de remettre en cause les idées reçues. Cet esprit critique va même jusqu'à l'autorité de l'Église. En effet, avec la diffusion et la publication de la Bible, tout aussi bien en latin qu'en langue courante, tout tout le monde a accès aux œuvres de la Bible. Et donc au récit de la Bible et peuvent essayer de comprendre les écrits et ce qui devait être circulé selon les paroles des prophètes et du Christ. Cette relecture remet en cause les traditions
avec le maintien bien sûr de la croyance en Dieu. C'est juste les pratiques et les traditions qui sont remises en cause. On, a, on aboutit donc à l'interrogation de la place de l'homme vis-à-vis de Dieu de par, de par son interrogation sur sa foi en Dieu. En quelle mesure il peut croire en certaines mesures et en quelle mesure et dans quel domaine il peut estimer que ce qui est dit par la hiérarchie est contraire au message enseigné. Tout ce développement intellectuel aboutit tôt ou tard par la remise en cause de l'autorité de l'Église et ça va aboutir à un nouveau bouleversement politique et religieux. Avec l'humanisme, va aboutir la création de quelque chose de particulièrement nouveau, la réforme de l'Église. Ou plutôt les réformes. Ce sont les bases des églises protestantes que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça, c'est ce dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. J'espère que ce cours vous aura plu et que ça vous aura aidé à mieux comprendre le cadre et les principes de l'humanisme et que vous arriverez à mieux apprendre les cours enseignés en classe dans ce domaine-là. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. D'ici là, continuez à étudier et à bien enregistrer et apprendre les cours. Portez-vous bien et prenez soin de vous.